On va passer 3 quarts d'heure ensemble, une demi-heure où je vous raconterai quelques histoires et on parlera de ce que c'est que briller, et comment apprendre à oser briller, pourquoi oser le faire surtout. Et, euh, et voilà, parce que depuis la création de Derdou, nous sommes convaincus que quand on apprend à oser, on vit mieux. Quand on ose plus, on se sent plus vivant, on se sent plus joyeux, on a plus d'enthousiasme, même quand on foire les choses, quand on fait face à des échecs, on essaie encore, et c'est à travers ça que l'on parvient à progresser. Le travail que nous avons mené pendant 2 ans pour préparer le lancement de ce projet d'Erdou est condensé dans un livre de plus ou moins 300 pages, dont la première partie est disponible d'ailleurs gratuitement. Il y a plus de 50 pages qui sont disponibles sur notre site, vous pourrez aller voir tout à l'heure. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est « Et si vous osiez briller ?» Alors, les gens qui ont envie de briller, visiblement, il y en a beaucoup. Il y avait plus de 400 inscrits aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir et on est heureux de vous accueillir et merci d'être avec nous et de nous soutenir parce qu'on a besoin. Si vous saviez comme j'ai peur, moi, de me retrouver face à vous tous, même si je ne vous vois pas dans une salle, je sens votre présence. Et d'un côté, ça me fait un peu peur et d'un autre côté, ça me stimule. Euh, Parce que briller, c'est quelque chose qu'on a tous envie de faire. C'est une flamme qui est au fond de nous, une petite flamme qui brûle et souvent on a tendance à vouloir l'éteindre ou en tout cas la mettre dans un petit coin, la renforcer, la renfermer. Moi, pendant des années, j'ai vécu comme un petit, comme ça, discret, comme un bonsaï qu'on met sur une commode et puis qu'on arrose de temps en temps. Et je pense qu'on a tous plus à offrir que ça au monde, et que si chacun de nous, on s'y met vraiment, on commence à oser plus, à se libérer et à offrir la meilleure version de nous-mêmes au monde, bah ce monde qui en a bien besoin, il irait beaucoup mieux. Alors, envie de briller, ben les gens qui brillent en général sont pas des gens qui ont envie de briller en fait. Ce sont des gens qui sont animés par quelque chose à l'intérieur, une passion, un enthousiasme, une envie de, par exemple, comme Albert Einstein, il a envie de comprendre, la passion de comprendre les choses, essayer de savoir pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement et comment on pourrait expliquer les choses. Madonna vivre une passion. Depuis qu'elle est petite, elle veut danser, elle veut chanter, elle a étudié ça, elle a étudié la danse classique. Et Nelson Mandela, bien sûr, l'autre créateur de l'ANC, parce qu'à l'INC, il y a l'ANC, c'est l'approche neurocognitive et comportementale, et puis il y a l'ANC de Mandela aussi, qui est le Congrès national africain. Mais ce sont des gens, on les trouve brillants, on les admire, on les trouve fantastiques. Ils ne cherchaient pas forcément à briller, Madonna peut-être, mais globalement, ils ne cherchaient pas à briller. En attendant, ils brillent. Qu'est-ce qui fait qu'ils brillent? Ben, c'est cette passion. Et quand on les regarde comme ça, on est admiratif, on voudrait leur ressembler. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire la même chose qu'eux? Parce que derrière cette envie de briller, bien souvent, il y a quelque chose de beaucoup plus difficile. Il y a un véritable parcours. Si on prend l'exemple de nos 3 personnes, hein, ben Albert Einstein, c'est quand même pendant 10 ans des foirages à l'école, il se fait virer de son école, il veut rentrer à Polytechnique, il ne réussit pas l'examen d'entrée à Polytechnique. Finalement, il y arrive, il en sort difficilement, il cherche un emploi, il ne trouve pas d'emploi. Et c'est grâce à l'aide de son père qu'il trouve finalement un petit job administratif à l'office des dépôts de brevets de Zurich. Alors, Madonna, on a vu tous ses succès, on n'a pas vu ses galères. Et Dieu sait s'il y en a connu. Donc elle quitte Chicago, elle part à New York parce que c'est là qu'elle veut chanter, elle arrive sur Times Square, elle fait des rencontres. Mauvaise rencontre, quelques jours à peine après être arrivée, elle se fait violer. Tout son enthousiasme s'estompe pendant un temps, mais elle repart. Et puis pendant 10 ans, elle va accumuler les contrats foireux, des productions nazes. Elle va venir en France, elle va chanter avec Patrick Hernandez, vous savez, Born to be alive. Eh ben, pendant toutes ces années de galère,
elle ne va pas du tout s'en sortir, elle va se battre jusqu'à arriver à ce qu'elle est parvenue à faire et que vous connaissez. Et puis le troisième, Nelson Mandela, je pense inutile de revenir sur toutes les difficultés qu'il a dû affronter, 27 années de prison. Donc vous avez envie de briller, mais est-ce que vous avez envie de passer par ces années de galère, par ces années de prison ou ces années de difficultés scolaires? Et comme le dit Bukowski, ce qui importe le plus, c'est de savoir comment on marche sur le feu. Si vous avez envie de briller, il faut du courage, il faut avoir des intentions très très claires, et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Comment finalement on peut avoir envie de se dépasser, envie d'avancer vers quelque chose qui nous entraîne, qui nous inspire, et accepter toute cette adversité. Alors, si je reprends la suite de ceci, ce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, c'est 3 propositions très concrètes pour oser briller. La première de ces propositions, c'est simplement de s'entraîner à utiliser autrement notre cerveau. Parce que notre cerveau, il fonctionne sur un mode souvent très très archaïque. En gros, il est piloté par un accélérateur et un frein. Il veut nous amener vers du plaisir immédiat et il veut nous aider à éviter la douleur. Ce qui est assez normal puisque nos ancêtres, 20 000 ans plus tôt et même avant, n'avaient pas du tout les soucis que l'on peut avoir aujourd'hui. Ils n'avaient pas de plan de carrière. Leur principal souci, c'était qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Comment je vais trouver quelque chose qui va me nourrir? Et cette quête de plaisir les motivait à se bouger, à aller chercher, à partir dans l'inconnu, affronter les dangers de la journée. Et bien sûr, pas d'hôpitaux à l'époque, pas de médecins réellement. Éviter la douleur était essentiel à notre espèce pour qu'elle puisse survivre. Et ce fonctionnement, c'est ce qu'on a aujourd'hui encore, puisque si vous avez envie de rayonner, d'être en forme, vous avez peut-être envie de faire de l'exercice, non, notre cerveau il nous dit non, on va éviter la douleur et au contraire, on va plutôt s'installer bien confortablement, du plaisir immédiat, une petite bière, un petit chocolat belge suisse ou sneaker, un petit coup, un petit regard sur Facebook. Et alors comment on fait? Ça marche très très bien pour le court terme parce que c'est agréable. Mais par rapport à des projets à plus long terme qu'on peut avoir et qui peuvent nous animer, à travers lesquels on va briller, eh bien on doit apprendre à faire autrement. Et comment on fait autrement? On fait juste le contraire. C'est-à-dire qu'on doit s'entraîner à diminuer notre quête de plaisir immédiat et à augmenter notre appétit pour la difficulté. Et c'est vraiment le premier point important à garder en tête, c'est les difficultés, c'est pas quelque chose à éviter. Les difficultés, c'est au contraire quelque chose à chercher. Donner un exemple simple, vous arrivez au pied d'un escalator, il y a un escalier à côté, prenez l'escalier. Moi, j'ai mis ça en place depuis quelques années maintenant. Quand je vois un escalier à côté d'un escalator, je prends toujours l'escalier. C'est plus difficile, mais c'est autant d'exercices qui est fait jour après jour, alors que j'ai pas des masses de temps, et ça me fait du bien. Et ces difficultés, c'est aussi à travers ces difficultés qu'on se dépasse. Et quand on se dépasse, on gagne en confiance en soi. Et donc, toute la question, c'est de changer notre relation à la difficulté. De manière générale, on a plutôt tendance, lorsqu'on veut avancer vers quelque chose auquel on aspire et qu'on voit une difficulté, c'est à la fuir. Ce qu'on doit faire, c'est se dire, mais comment je peux choisir la difficulté qui se présente à moi et la voir comme une opportunité? Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui se présente devant moi? Je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard. Ce qui nous aide à désirer la difficulté, c'est de favoriser des activités qui font du sens pour nous. Et pour ça, je voudrais vous raconter l'histoire de Scott Harrison. Scott Harrison, c'est un Américain, il vivait dans la banlieue, une vie tout à fait normale, une famille normale. Et Scott décide d'aller à New York, il monte un petit orchestre à New York. Et son orchestre ne vit pas très longtemps. Par contre, ce qu'il est parvenu à faire, c'est attirer l'attention de toute une série de ce qu'on appelle les beautiful people new-yorkais. Et il y a un club de New York qui l'engage pour attirer ces beautiful people. Et alors qu'il est encore très jeune, il se rend compte qu'il peut être payé, et même très grassement, pour aller boire des verres avec des gens.
dans des boîtes de nuit. Et donc pendant 10 ans, il va avoir une vie de débauche, de plaisir, d'argent, voilà, avec sa Rolex, hein. Il y a quelqu'un qui a dit que quand on a une Rolex, c'est le succès. Ben lui, à 30 ans, il a du succès. Tout va bien pour lui, si ce n'est que non, tout ne va pas bien, tout va mal. Il va, à un moment donné, se rendre compte que sa vie est un désastre, que sa vie, c'est une faillite spirituelle, c'est une faillite mentale, c'est une faillite physique. Et il va décider de retourner sa vie à 180 degrés. Il se pose la question à ce moment-là, mais si je veux que ma vie m'apporte quelque chose, si je veux avoir une vie riche, épanouissante, qu'est-ce que je peux faire? Il va décider de se mettre au service des autres. Il cherche un job et il rentre à New York. Il cherche un job, il va voir des ONG, MSF, UNICEF, etc. Tout le monde le renvoie chez lui en disant écoutez, votre CV, c'est juste, vous êtes animateur, ça ne nous intéresse pas du tout. Et puis il y a une association, une ONG qui s'appelle Mercy Ships, qui va lui dire écoutez, on veut bien vous prendre dans un projet, mais bien sûr, il n'y a pas de salaire et au contraire, c'est vous qui allez nous payer 500 $ par mois pour monter sur ce bateau hôpital qui va partir en Angola. Donc, il a vraiment envie de se dépasser, il a envie de se rendre utile, il va le faire. Et pendant plus d'un an, il va se retrouver sur ce bateau et puis sur terre en Afrique, notamment là en Angola. Il va se rendre compte à quel point il y a des gens qui souffrent lamentablement, des gens qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès aux soins. Là, c'est un jour où 5000 personnes attendent à côté de ce bateau pour se faire soigner. 80 ou 90% d'entre eux vont devoir rentrer chez eux, alors qu'ils ont fait parfois des jours, des semaines de marche. Ils vont rentrer chez eux sans être soignés parce qu'il n'y a pas la capacité. Mais au-delà de ça, à côté de ce non-accès aux soins, il va se rendre compte que beaucoup plus grave et beaucoup plus volumineux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. En se renseignant, il va se rendre compte, c'est une réalité aujourd'hui encore, que plus de 650 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. C'est plus que l'ensemble des habitants de l'Europe. Il est bouleversé, il a envie de faire quelque chose, il rentre à New York, il va monter Charity Water, une ONG toute petite. Il ne sait pas comment il va faire, mais il a une ambition. Je voudrais qu'il n'y ait plus personne sur Terre qui n'ait pas accès à l'eau potable. Et il commence tout petit, il fait le premier pas, on reviendra là-dessus aussi. Et petit à petit, en 10 ans, il a parvenu à financer 21 000 projets. Et grâce à son énergie, à sa passion, il y a plus de 6 millions de personnes aujourd'hui qui ont accès à l'eau potable. Voilà donc quelqu'un qui vit une vie en principe confortable, agréable, qui marche bien, mais qui est vide de sens. Il fait une transformation de sa vie à 180 degrés. Il se sent mu par une passion. Il monte un projet sans trop savoir comment il va le faire. Et à force d'énergie, de conviction, d'enthousiasme, de courage, il va parvenir à changer la vie de plus de 6 millions de personnes. Je trouve que ce genre d'exemple est extrêmement motivant et il donne envie de se bouger, de lever et de trouver du sens dans la vie. Comment favoriser ces activités qui font du sens pour nous? Eh bien, en gros, d'un côté, il y a tout ce qu'on se dit qu'on doit faire. Ce que je voudrais peut-être briller pour avoir la célébrité, je voudrais être mieux que les autres, je voudrais surtout éviter l'échec, parce que l'échec c'est mal, et je voudrais finir tout ce que j'ai à faire, montrer que je suis efficace. Les activités, ne nous aident pas en fait à trouver en nous du bien-être. Elles peuvent nous apporter des satisfactions à court terme, et si on a vraiment envie de s'épanouir, on doit passer du je veux, je dois à ce que j'aimerais vraiment faire. Et là, on voit trois types d'objectifs dont la science nous dit qu'ils vont d'une part contribuer à notre motivation dans la durée, mais d'autre part qu'ils vont contribuer à notre bien-être. J'aimerais donner, j'aimerais progresser, j'aimerais apprendre des choses, j'aimerais me développer physiquement, mentalement, j'aimerais me mettre au service d'une cause comme Scott Harrison, j'aimerais aider les gens autour de moi. Quand on a des ambitions comme celle-là, ça nous donne une force, ça nous donne un courage. Et ce courage, quelque part, il va nous aider à rayonner. La troisième proposition que
qu'on veut faire aujourd'hui pour oser briller. Et l'essentiel, on en a déjà parlé, c'est accepter de se dépasser jour après jour. Pourquoi se dépasser? Bien, en gros, vous connaissez peut-être, ou même probablement, ces trois zones. Je crois que c'est Stephen Covey qui a parlé de ça au début, la zone de confort, la zone de dépassement, de développement, de stretching, et la zone de panique. La zone de confort, c'est celle où on vit d'habitude. Lorsqu'on est dans la routine, dans l'habitude, c'est le chemin habituel qu'on prend pour aller au bureau, c'est les vêtements qu'on porte d'habitude, c'est ce qu'on mange d'habitude. Tout ça convient pour toute une série de choses, si ce n'est que quand on est dans cette zone-là, les hormones que notre corps produit ne contribuent pas à ce qu'on soit au maximum de ce qu'on peut être. Par contre, quand on dépasse la barrière de la routine, quand on rentre dans l'inconnu, quand on affronte des défis, quand on se met en challenge par rapport au développement, on a la chance à ce moment-là de bénéficier d'un apport de différentes hormones, dont l'adrénaline et dont le cortisol, qui, tant qu'il est dans une dose tout à fait raisonnable, va nous permettre de bénéficier dans notre corps de ressources complémentaires qui vont nous apporter à la fois la capacité de nous dépasser et de faire beaucoup plus que ce qu'on pensait, et un niveau de satisfaction non négligeable. La troisième zone, zone de panique, ou la zone d'effondrement, c'est quand on exagère, on prend trop de risques, on fait trop d'efforts consécutifs, et à ce moment-là, on tombe dans l'épuisement, dans l'effondrement, surtout si c'est fait de manière répétée, on risque le burn-out. Mais se dire, tiens, ma vie, il y a quelqu'un qui dit ça, ma vie commence quand on sort de la zone de confort, c'est une réalité. Mettez-vous au challenge et vous verrez que vous allez sentir quelque chose de différent en vous qui va vous permettre de progresser, d'avancer, de faire réussir des choses que vous croyez impossibles. Surtout, ça vous apporte une satisfaction intérieure et un bien-être tout à fait bienfaiteur. Pour passer cet obstacle entre la zone de confort et la zone de stretching, parmi les obstacles, il y a la peur. On a peur. Non seulement on a peur, mais souvent on a même peur de la peur. On se dit qu'on ne peut pas, qu'on va être jugé par les autres, on se dit qu'on va être ridicule. Moi, voilà, j'étais devant cet écran à 14h30 avec quelques problèmes techniques, un peu stressé, ça ne va pas aller, voilà. Peur que ça ne fonctionne pas comme on veut. Et une des manières de gérer la peur, c'est d'amadouer notre amygdale. Vous savez, cette petite partie du cerveau qui est un des sièges des émotions et qui a la possibilité de court-circuiter les autres parties du cerveau, ce qui nous permet, en cas de danger réel, de pouvoir réagir extrêmement vite, mais sans réfléchir. Et comment est-ce qu'on fait pour amadouer cette amygdale? Eh bien, on l'habitue petit à petit à affronter un danger. Pour les gens qui ont peur des araignées, les arachnophobes, les thérapies cognitivo-comportementales proposent simplement de s'habituer petit à petit, progressivement. On ne vous met pas tout de suite une espèce d'énorme araignée sur les genoux. Et on va commencer par vous montrer peut-être une image d'une petite araignée, et puis on va agrandir cette image. Et puis petit à petit, on va vous proposer d'explorer en réalité virtuelle une araignée, de la toucher. Et puis petit à petit, vous allez vous retrouver en face d'une vraie araignée, dont on aura vérifié qu'elle n'est pas dangereuse, et vous allez vous calmer, parce que votre amygdale, elle aura compris petit à petit, par ces petites étapes, que finalement, il n'y avait pas le danger qu'elle présupposait. Et donc, lorsqu'on veut dépasser nos obstacles internes, cette démarche par petits pas joue un rôle tout à fait essentiel. Elle nous permet d'amadouer notre amygdale, d'avancer au-delà de nos peurs vers ce qui nous motive, euh, comme cette petite jeune dame qui monte, qui gravit cette montagne, petit pas par petit pas. La chose bénéfique avec les petits pas, c'est que quand on les fait avec constance, persévérance et en veillant à améliorer jour après jour la qualité ou la taille des petits pas qu'on fait, on bénéficie aussi de l'effet cumulé. Un exemple très concret de cela, je l'ai vécu il y a quelques années, j'avais un rêve. Je voulais écrire un livre
assez personnel, de développement personnel, sur l'amitié avec soi-même. Et je ne savais pas très bien comment faire. Et je me suis dit, OK, je vais utiliser cette technique des petits pas. Et finalement, les petits pas que j'ai commencé à faire étaient dans un domaine complètement différent. Je me suis dit, si je veux y parvenir, j'ai besoin d'acquérir une autodiscipline de plus grande qualité. Et puis j'ai besoin d'avoir la capacité d'attention et j'ai besoin de pouvoir me concentrer pendant un temps relativement long. Et pour faire ça, je me suis dit, il faut que je me remette à l'exercice parce que ma forme physique, elle était molle, manquait d'énergie. Mais je n'avais pas le temps de faire de la gym et tout ça. Déjà plusieurs fois, les années précédentes, je m'étais dit, je vais m'inscrire au club de gym. Je l'ai fait, j'ai payé ma cotisation, j'ai été 3 fois, 4 fois, et puis c'était terminé. Mais là, je suis rentré dans une démarche de petits pas. Je me suis dit, mais au fond, ce qui m'aiderait, c'est de faire de la gym tous les matins. Mais j'ai pas le temps de faire de la gym tous les matins. Et puis quelqu'un m'a dit, mais quelle serait la plus petite dose de gym que tu pourrais quand même faire? Mais là, mais peut-être je pourrais faire quelques pompes. Combien tu pourrais en faire? Là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de force. 3, 4, ok, 3. Mais tu fais 3 pompes par jour, mais au moins 4 jours par semaine. Est-ce que tu es prêt à t'engager par ça pendant 2 mois? Je dis, ok, ça je peux faire 4 jours par semaine, 4 pompes par jour, ça je peux m'engager à ça. Et donc j'ai commencé à les faire les premiers jours, je fais, oh, c'était difficile, je suis arrivé, mais j'étais vraiment mauvaise forme physique. Et puis on ne rit pas dans la salle. Et puis après 3 jours, j'avais un peu marre, je me suis dit, ok, mais je me suis engagé à le faire, je vais continuer. Mais à partir de la 5e fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte que 4 pompes, ça commençait à aller, mais finalement, j'ai commencé à en faire 5. Et puis tous les 2 ou 3 jours, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à en faire 6, et puis en faire 7. Et puis je me suis dit, je vais faire un peu plus de gym. Et pour ça, j'avais besoin de me lever plus tôt le matin, parce que je ne pouvais pas partir plus tard au boulot. Et donc j'ai besoin de me lever plus tôt, mais je suis fatigué. Et donc j'ai commencé à mettre mon réveil la veille au soir, pour aller me coucher plutôt à partir de 10 heures, dans la mesure du possible, couper les écrans, aller me coucher. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit, mais tu sais, un truc qui fonctionne bien aussi, c'est tu installes, par exemple, les vêtements de sport que tu vas faire, tu les mets dans ta salle de bain comme seul vêtement, comme ça, quand tu te lèves le matin, il n'y a que ça et ça va t'aider. Bref, aujourd'hui, partie de Bruxelles tôt ce matin, mais j'ai fait quand même une demi-heure de gym et je l'ai fait 4 jours par semaine. Et ça m'a donné non seulement une forme physique de qualité largement supérieure à ce que c'était il y a 3, 4 ans, mais en plus, ça m'a aidé à prendre conscience de ma capacité à contrôler ma vie avec plus de précision et avoir la possibilité dans d'autres domaines, et notamment dans l'écriture, de progresser. Résultat des courses, cet effet cumulé, j'en bénéficie, puisque d'une part, ma santé va mieux, et puis j'ai eu la force et le courage d'écrire ce livre, on va sortir au mois d'avril chez Erol. Donc, et puis ça me permet de connaître des choses que je ne connaissais pas et de pouvoir en parler en connaissance de cause puisque je les ai appliquées. Donc, si on reprend ce que je viens de vous dire, probablement que la première chose à faire, c'est d'apprendre à rechercher la difficulté. Ne pas la repousser, ne pas se dire ah c'est trop difficile. J'ai envie de briller. Qu'est-ce qui me motive vraiment à briller? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quelles sont les activités porteuses de sens qui vont faire en sorte que non seulement je me dépasse, mais j'ai envie d'en faire plus jour après jour, semaine après semaine, dans une dynamique toute simple de petits pas croissants. Pour mettre ça en œuvre, on a une solution relativement sympathique à vous proposer avec un défi. Et on a un petit document, si vous téléchargez le document qu'on vous a préparé, vous aurez une série de liens qui vous permettent d'accéder d'une part aux livres gratuits, et puis à cette feuille de défi qui est beaucoup plus détaillée que ce que vous voyez ici. Se mettre au défi, pour nous, c'est essentiel, parce que c'est ça qui va vous motiver à affronter des challenges, des difficultés, mais c'est vous qui les aurez choisis en connaissance de cause. Donc c'est plus facile à faire. Pour choisir votre défi, choisir un domaine dans lequel vous allez le faire. Dans quel domaine de votre vie vous aimeriez améliorer? Est-ce que c'est au niveau familial, au niveau boulot, au niveau de vos équipes, au niveau de vos performances physiques, financières? Il y a certainement un ou plusieurs domaines dans votre vie
dans lesquels vous aimeriez obtenir des améliorations. Quel serait le domaine qui serait le plus important pour vous? Parce que autant vous conseiller tout de suite de ne pas choisir 5 défis. Choisissez 101, mais mettez une énergie féroce derrière celui-là et engagez-vous vraiment. Quel est le domaine qui aura aussi un impact sur les autres domaines de votre vie dans lesquels vous aimeriez vous engager? 2, quels sont les enjeux pour vous d'avancer dans ce domaine? C'est-à-dire, quels sont les avantages que vous tireriez de progresser? Quels seraient les inconvénients de ne pas le faire? Quels sont les obstacles à franchir pour avancer dans la direction que vous avez choisie? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Et quand vous avez de la clarté sur ce domaine et sur les enjeux, choisissez un défi, c'est-à-dire le plus petit pas possible, mais quand même challenging, que vous auriez envie de faire avec persévérance. Quand vous avez bien choisi votre défi, qu'est-ce que vous ferez? Quand vous le ferez? Combien de fois vous le ferez? Engagez-vous. Engagez-vous, qui disait. Mais c'est à travers l'engagement qu'on parvient à se trouver en soi des motivations complémentaires. Si je reviens à l'exemple du livre, quand j'ai commencé à avoir plus clairement l'envie de faire ce livre, ou de faire ce projet d'Erdou aussi d'ailleurs, ce sont des moments où j'étais encore un peu dans le doute, je ne saurais pas le faire, est-ce que c'est possible? J'aurais les compétences, pas les compétences. J'en ai parlé autour de moi. Et en parlant autour de moi, d'une part, ça m'engageait un peu vis-à-vis des autres, et puis de plus en plus en disant, mais oui, j'ai dit que je le ferais, donc il faut que je le fasse. Mais d'autre part, ça m'a permis de bénéficier de l'appui des autres. Et les autres étaient avec moi, à côté de moi. Ils m'ont soutenu. Il y a des gens qui m'ont proposé de venir travailler chez eux, d'aller écrire, de me ressourcer. Il y en a qui m'ont proposé des formations. Il y en a qui m'ont donné des conseils, des lectures, etc. Il y avait cet accueil bienveillant qui m'a porté, qui m'a permis de dépasser toutes ces étapes qui sont parfois, c'est parfois pénible, mais c'est parfois difficile. Et c'est parce que la facilité est toujours plus simple que la difficulté. Notre cerveau, il préfère ça, c'est plus facile, mais c'est à travers la difficulté qu'on progresse. Donc, choisissez un domaine, clarifiez les enjeux, mettez-vous au défi, engagez-vous, soit publiquement, soit envers quelqu'un, parce que quand on a des comptes à rendre à quelqu'un, il va nous accueillir aussi avec bienveillance, mais on n'est plus responsable en même temps de ce qu'on fait, puis sinon ça reste un peu en l'air. Donc pour aller plus loin, voilà, on a un document dans lequel vous trouverez les points clés de ce webinaire plus quelques autres, l'affiche pour clarifier votre défi. Ce que je vous en conjure, mettez-vous au défi, challengez-vous, dépassez-vous, et puis des liens vers la version du livre, vers, je n'en ai pas parlé, mais le VIP2A Pro de l'INSEE, qui est un système, un questionnaire qui permet de voir plus clair sur vos motivations durables. Donc par rapport à des projets plus ambitieux que vous pourriez avoir, de voir sur quoi vous pourriez vous appuyer pour aller dans la direction que vous avez envie de suivre. Et puis, en définitive aussi, on a une application de self-coaching qui s'appelle Mindchecker, qui n'est malheureusement disponible pour l'instant que sur l'App Store, donc pour les iPhones, mais qui est une application qui permet de se poser des questions. Et quand on est dans le doute, on a besoin de clarifier les choses. L'aide d'un coach est évidemment très très bénéfique. On n'a pas toujours l'occasion ou les moyens de s'offrir ça. Mindchecker, qui est gratuit, vous permettra d'avancer vers ça. Voilà. Je pense que j'ai tenu mon délai d'une demi-heure. Je propose qu'on passe aux questions et Daniel est avec moi. Et bien écoutez, Daniel. Bonjour, je vous présente le célèbre Daniel Kerrigan, qui a étudié les neurosciences et la psychologie cognitive en Italie et aux États-Unis. On n'a pas reçu beaucoup de questions, seulement deux, et autour au travail. Je pense que la première, c'était plutôt, tu parlais d'avoir un feu, le désir de briller, voir ça à l'intérieur. Mais comment on peut briller, comment on peut avoir ce feu si le travail ne permet pas ça? Si on a un environnement au travail qui ne permet pas ça? Alors, moi, je pense à trois trucs. Après ça, je pense que tu peux donner ton opinion, mais pour moi, on peut faire trois choses. Enfin, on peut changer notre travail, ça veut dire essayer de changer notre environnement, de prendre action sur ça.
On peut changer notre perception, comment on vive notre travail. La troisième chose, on change du travail. Il n'y a pas grand-chose à part ça. Mais et dans cette situation, je ne peux pas donner vraiment la réponse que c'est meilleur pour vous. Vous devez choisir la chose que c'est la meilleure. Enfin, mais c'est pas Pierre si tu veux ajouter des choses. Enfin, je pense aussi que plein de gens pensent que changer de travail, c'est une chose qui doit se passer immédiatement euh, et que ça doit pas prendre du temps. Mais enfin, quand on voit les statistiques, quand on voit la recherche sur ça, on voit que ça prend des années et des années. Ça commence avec une pensée et après des ans et des ans. Enfin, changer de carrière, c'est difficile. Alors, mon encouragement pour ça, si vraiment votre travail vous permet pas de briller, vous donne pas du désir, vous n'avez pas du sens dans ça, c'est de faire une transition graduelle. On n'est pas obligé de changer de boulot aujourd'hui à lendemain, mais on le peut faire graduellement. Ça peut commencer avec un hobby, ça peut commencer les week-ends, et ça peut continuer avec un part-time, et après du temps, ça peut devenir un full-time. Et on voit que les statistiques, surtout les startups, c'est tous des gens super innovants. Les choses que ça marche mieux, c'est des gens qui ont fait des transitions graduelles, qui ne sont pas lancés dans quelque chose comme ça d'aujourd'hui à lendemain. Et je peux vous donner deux exemples tirés de ma vie, parce que bon, c'est quand même un bon territoire d'exploration. D'abord, j'ai beaucoup travaillé comme conseiller, consultant en tant que société, dans ma société, la société que je dirigeais ou à titre personnel, pour des grosses multinationales sur des projets internationaux. Et dans certains cas, la raison d'être des entreprises pour lesquelles je travaillais et leurs comportements globaux me plaisaient pas beaucoup, ça m'enthousiasmait pas. Par contre, ce qui me motivait, c'était parce que j'avais besoin aussi d'avoir des missions comme ça, c'était de trouver du sens pour moi dans la mission. Par exemple, comment faire en sorte que des équipes travaillent mieux ensemble? Comment faire en sorte que des équipes travaillent et réfléchissent à l'éthique au sein de leur groupe, parce qu'ils ne pouvaient pas influencer toute la société, mais comment faire ça? Comment mettre en place des missions chez mes clients qui soient prioritairement au service de ces clients, parce que j'étais payé pour ça, mais qui permettent aussi de créer du bien-être au sein des équipes et qui peut me permettre à moi d'apprendre des choses, d'expérimenter des choses. Comme ça que j'ai développé une pratique d'intelligence collective qui est intéressante. Et par rapport au changement, comme disait Daniel, et il a tout à fait raison de le dire, si vous changez quelque chose, changez une chose à la fois. Il m'est arrivé dans le passé, je suis parti, j'ai changé de métier et j'ai changé de pays. Je suis parti en Argentine. Et le double changement, changer de pays, changer de métier en même temps, a rendu extrêmement difficile l'intégration, l'assimilation de ces deux challenges. Donc il vaut mieux en choisir un, ce que j'ai fait ensuite en reprenant mon ancien métier mais dans un autre pays. Euh, et donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à faire. Alors, autre question. Mindchecker, pour Android. l'instant, n'existe pas pour Android. On aimerait bien le faire, mais l'application n'est pas encore assez fonctionnelle pour pouvoir être traduite dans une autre technologie. Alors, Motiver un collaborateur au boulot, c'est pas évident si la personne n'est pas motivée elle-même à partir de l'intérieur. Ça, c'est oui, alors, bon, c'est toujours difficile. Jean-Louis Pratin a fait une bonne intervention sur les moyens de motiver ses collaborateurs. Il y a une chaîne, et ça on pourra peut-être ajouter dans les commentaires, il y a une chaîne YouTube sur laquelle il y a des vidéos d'enregistrements précédents qui ont été faites. Donc il y a une très bonne vidéo de Jean-Louis Pratin là-dessus. Je pense qu'aussi que la semaine prochaine, prochain webinaire, Pierre Morkens, le cerveau c'est inconnu, vous apprendrez aussi des choses qui permettent de motiver quelqu'un ou aider à motiver quelqu'un. Mais la première des clés, ça part toujours de soi. Par exemple, dans une formation en coaching ou autre, la première des choses qu'on apprend, c'est à se gérer soi-même. Et de voir comment on peut être au mieux de sa personne pour devenir, à la limite, inspirant, mobilisant. On ne peut pas changer quelqu'un contre son gré, on peut juste éventuellement actionner une série de choses qui vont lui donner envie d'entrer dans une dynamique différente, proposer à cette personne un défi amusant, intéressant, pour peut-être participer à ça, puisqu'on ne l'a pas dit, mais parmi
les grands leviers de la motivation, le plaisir à court terme que notre cerveau aime bien, eh bien, on peut l'utiliser. Donc, par exemple, une des choses que l'on fait quand on travaille sur un projet à très long terme, et dont les résultats n'arrivent qu'à long terme, c'est de trouver des systèmes pour avoir des récompenses à court terme. Ça crée de la dopamine, du plaisir, de la satisfaction. Ouais, ça peut bien fonctionner. Je pense aussi, c'est un gros problème. Enfin, si on est un manager, on doit gérer une équipe, il faut motiver notre collaborateur. Alors, des fois, on est vraiment obligé parce que ça fait partie de notre travail. Et je pense qu'il y a plein de réponses que je peux donner sur ça, mais dans la psychologie, il y a une théorie qui s'appelle Self-Determination Theory. Je pense que dans cette théorie, la chose la plus importante pour nous de savoir au travail, c'est combien d'autonomie on a. Et alors, suivant, il faut un bon équilibre. Ça veut dire que si moi j'ai quelqu'un qui me contrôle 100% et je n'ai pas d'autonomie, je n'ai pas de liberté, je ne trouve pas ça stimulant, alors je n'ai aucune démotivation dans la longue durée, au long terme. Mais un bon équilibre entre avoir de l'autonomie, ça veut dire que je peux choisir, je peux proposer, j'ai la liberté de faire des choses, mais quand même, aussi, j'ai un sort, pas un chef, mais mon chef, c'est plutôt un mentor, un quelqu'un qui me donne des conseils et me dit, Daniel, je suis ici, comme je peux t'aider, mais c'est toi qui dois ramener ces solutions, trouver des solutions pour ces problèmes qu'on a maintenant. C'est pas une personne qui me dit, Daniel, tu dois faire A, B, C, D. Ça motive beaucoup les gens. Enfin. Et la deuxième chose, honnêtement, c'est les plaisirs. On disait avant, notre cerveau aime faire des choses, éviter la douleur, cherche le plaisir. Si on n'a pas du plaisir à faire un autre travail, on n'est pas motivé d'aller au boulot. Alors, c'est un leader, un bon leader, essaie de trouver des manières de ramener du plaisir au bureau pour les autres. Et ça peut être changer la manière de travailler, mais ça peut aussi changer les bureaux, changer la manière de avoir un environnement stimulant. Ça peut être ajouter des jeux au bureau, la culture. Il y a plein de trucs faits sur ça, des études très intéressantes. Une autre manière de faire et que moi j'ai apprécié dans les deux sens, c'est-à-dire quand il y avait un patron qui essayait de faire en sorte que je donne le meilleur de moi-même et quand moi je l'ai fait avec les personnes avec qui je travaillais, c'est de beaucoup poser de questions, de beaucoup demander plutôt que de dire ce qu'il faut faire ou d'essayer de motiver, etc. C'est d'interroger les gens et de leur permettre d'exprimer ce qu'ils ont de meilleur en eux, qui est déjà là, et qui peut-être ne s'expriment pas complètement parce qu'ils n'osent pas, parce que voilà. Alors, il y a une autre question qui est dit, à force de vouloir toujours aller plus loin, plus fort, ne favorise-t-on pas le burn-out? Bah, si on ne fait que ça tout le temps, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des rythmes, hein. Il y a des moments où ça vaut vraiment la peine de se dépasser, et puis c'est intéressant aussi de s'arrêter. Donc, si je reprends la jeune dame qui portait ses haltères, enfin, mais après, elle peut aller dans le canapé aussi. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux, parce qu'en général, on passe tellement plus de temps dans le canapé à faire des choses complètement inutiles, comme être sur Facebook ou regarder la télé, et tellement peu de temps à faire des choses qui nous font du bien. Bah là, c'est, comme on a dit, c'est de faire l'inverse. Et ce n'est pas ne faire qu'une chose. La vie, c'est j'inspire, j'expire, et on a vraiment besoin des deux. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre parce que, comme Pierre disait, la majorité des gens peut-être fait beaucoup moins de ce qu'on peut faire. Ça veut dire trop de canapés, trop de Facebook. Et après ça, oui, bien sûr, il y a quelqu'un qui fait trop dans l'envers. Il travaille 14 heures chaque jour et après ça, rentre à la maison, fait 4 heures du salle de sport. Voilà, le bon équilibre, je pense que c'est la recette optimale. Je pense on a reçu aussi une autre question. Euh, C'était lié au échec. Il y a quelqu'un qui a dit que voilà, moi j'ai eu tellement des échecs dans ma vie qu'aujourd'hui j'ai peur de commencer des autres projets, des autres choses, parce que voilà, j'ai eu plein des échecs, ça c'est complètement bloqué maintenant, je suis bloqué. Et mon conseil maintenant sur ça, c'est peut-être un simple exercice, c'est de réfléchir sur, on apprend toujours quelque chose grâce à échecs, à les échecs qu'on fait. Et les échecs, enfin, sont utilisés toujours par toutes les grosses boîtes, quand on veut lancer un nouveau produit, on veut tester pour voir s'il y a des erreurs, c'est quoi des fautes, pour les corriger et l'améliorer. Alors, dans tous les cas, un échec, c'est important si on arrive à analyser ça comme des données. Moi, je reçois des données et après ça, je fais quelque chose grâce à ces données.
Parce que si moi, je fais plein des échecs, j'analyse pas la situation, et après ça, je ne fais rien, ça c'est complètement inutile, ça va tuer complètement notre confiance. Mais comme moi, je vois ça comme une très grosse base de données, peu importe quel échec on fait, on sait qu'il y a des données sur quoi moi je peux agir pour m'améliorer. Enfin. Ce qui est intéressant de voir aussi, je suis un grand adepte de l'esprit zen, et dans le zen, on dit par exemple que quand une porte se ferme, des portes s'ouvrent. Si vous regardez dans votre vie ce qui s'est passé, vraiment d'une perspective large, regardez un peu tous les moments où il y a quelque chose qui s'est effondré. Votre compagnon, votre compagne qui est parti. Vous avez perdu un boulot. Vous avez perdu peut-être même un parent. C'est quelque chose de douloureux. Quand ça se passe, évidemment, sur le moment, c'est épouvantable ou très difficile. Mais à d'autres moments, ces petits changements forcés vous ont sans doute amené à découvrir les choses que vous n'auriez pas connues si vous n'aviez pas connu ça, ces moments difficiles. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'échec. Sur le site de Derdou, je vous conseille d'aller voir notamment une interview de Vincent Cespedes, le philosophe, qui explique qu'il n'a jamais connu l'échec, même si quand il a passé l'agrégation de philosophie à la Sorbonne, bah, à 5 fois, il s'est fait recaler, ou à 4 fois, il s'est fait recaler, il n'a réussi qu'à la 5e. Et lui dit, je n'ai jamais connu l'échec parce que tous ces moments m'ont remis en question, m'ont aidé à apprendre ce que j'avais vraiment besoin de savoir, et je n'aurais jamais atteint le niveau de qualité philosophique que j'ai aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Donc, moi, je crois, comme pas mal de gens le disent aujourd'hui, il n'y a pas d'échec. Il y a une culture en France, en Belgique, en Europe, qui est très, oui, on ne peut pas rater. C'est une transformation culturelle importante à mettre en œuvre, se dire on peut rater. On a besoin de rater. Il faut rater. Si vous ne ratez pas assez, c'est que vous n'essayez pas assez. Si on ne rate pas, on n'apprend rien. Ratez, mettez-vous au défi, ratez. Bien sûr. Et oui, il y avait Isabelle qui disait exactement ça, que l'échec, c'est pas encore accepté dans notre société. Oui et non, parce qu'il y a une copine à moi à Bruxelles, elle organise presque toutes les semaines, c'est des workshops et c'est un mouvement global qui s'appelle Fuck Up Nights. Et c'est des sortes de conférences, workshops où il y a des gens qui aiment bien à parler de ces échecs. Et c'est d'habitude des gens qui ont ouvert des entreprises ou des gens qui ont fait quelque chose d'important. Et ils parlent que de ces échecs. Alors, il y a déjà une transformation, je crois, dans notre société par rapport à ça. Et on entend beaucoup plus de gens parler de ça. Le problème des échecs, c'est vraiment notre rapport et notre état d'esprit par rapport à la perfection. Euh, et souvent, on voudrait être parfait, c'est impossible. Et alors, on ne peut pas faire des échecs, mais quand on laisse cette conception qu'on ne peut pas être parfait, c'est mieux de faire quelque chose et après l'améliorer. Ça, on rentre vraiment dans une optique que c'est mieux pour nous. Tal Ben-Shahar, il a cette belle formule, il dit soit on apprend à échouer, soit on échoue à apprendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que le temps est malheureusement écoulé plus vite que prévu. Ce que je vais peut-être faire, voilà. Donc avant de nous quitter, on vous propose de cliquer sur ces 3 boutons. D'abord, abonnez-vous à la chaîne de l'IM Conseil l'INC, vous serez averti des prochains webinaires, notamment, j'insiste, le 31 janvier à 11 h, Pierre Morkens, qui est le fondateur de tout cet ensemble ici, sur le cerveau, c'est inconnu. Puis notez le webinaire, nous on a besoin d'apprendre, soyez ça ne sert à rien d'être bienveillant, soyez authentique, dites-nous ce que vous pensez. Si vous avez des commentaires, on a besoin de le faire. On peut toujours améliorer. On peut améliorer. Abonnez-vous à la newsletter de Derdou, on publie une série d'infos. Et puis, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous cliquez et on vous rappellera. Les derniers messages aussi que je voudrais ajouter, on a créé un groupe Facebook. Et la raison d'être de ce groupe Facebook, c'est je commencerai moi-même à poster des petits défis pour nous. C'est pas d'échanger les mondes, mais si on veut, bien sûr. J'encourage aussi des gros défis comme Charity Water, mais aussi faire des petits trucs. Alors, on peut s'encourager l'un l'autre. Ça peut être commencer un nouveau hobby, apprendre à jouer la musique plutôt qu'avoir plus de temps pour soi, s'affirmer, peu importe. Mais on peut poster notre petit défi et s'encourager l'un l'autre dans cette groupe Facebook. Oui.
Je l'avais posté plus tard, ou on l'avait envoyé nous-mêmes. Ce qu'on va faire, de toute façon, on publiera via le blog de Derdou une newsletter qui expliquera une série des choses dont on a parlé aujourd'hui et on fera un lien vers le groupe Facebook en question, comme ça vous pourrez nous retrouver facilement. Il me reste à remercier tout le monde, Magda, Catherine, Daniel, Stéphanie, Pierre, tous les gens qui nous ont aidés, toute l'équipe à Paris et à Bruxelles aussi. Et puis j'espère que vous vous mettrez au défi, que vous commencerez à briller de l'intérieur, vous rayonnerez. Le monde a besoin de ça. Merci. Merci, bonne journée.